Je suis née à la campagne, en Charente, près de Barbezieux, donc pas loin de Jarnac, hein, donc toute la région de Charente. Je n'ai pas baigné dans un milieu où la culture était, accessible, de manière, évidente. Donc je suis allée la chercher en raison de cette passion que j'avais, de cette curiosité. Une curiosité, aussi, un intérêt pour les choses en général assez sophistiquées. Et et je n'ai pas eu, tant au lycée que, à l'université, et je le regrette profondément, je n'ai pas eu de maître. Je n'ai pas eu la chance de faire les bonnes rencontres, si je puis dire, heu et sans doute dans les années 80, pour des raisons, diverses, l'université, quand j'étais à la Sorbonne, c'était très académique. Après Heidegger, il n'y avait rien. On m'a jamais parlé de Léo-Strauss, ni de Lévinas, ni d'Hannah Arendt, de Derrida non plus, ou à peine. Mais ce que j'aime, moi, et ce que je fais, et les premiers cours que j'ai faits, même quand j'ai été prof en lycée, puisque j'ai été prof en lycée 16 ans, et avant d'intégrer l'université très tardivement, hein, à 40 ans, après un passage aux États-Unis, ce qui est finalement un parcours assez peu commun, puisque la plupart, dès 20 ans, ils savent qu'ils vont finir en fac. Moi, j'ai eu un parcours heurté, difficile, en raison aussi de mon enfance, plutôt au début de mon âge adulte, puisque, et je n'en dirai pas plus, j'ai été, comment dire, fauchée par un deuil, par le décès de mon frère, et plus que par le décès accidentel, par l'incapacité que j'ai eue de surmonter cela, ou d'être accompagnée pour surmonter cela. Donc j'ai fait ce qu'on appelle un deuil compliqué, et je considère que c'est presque un miracle que j'ai pu finir mes études, obtenir l'agrégation, etc. Donc du coup, mon début, j'ai commencé à enseigner en lycée très tôt, j'avais 23 ans, hein. C'est quand même assez tôt, dans un lieu qui ne me plaisait pas, Puy-en-Velay, surtout après le nord de la France, dans un milieu qui ne me plaisait pas, je l'avoue, hein, c'était pas très glorieux, mais c'est vrai. Je n'ai pas, mais j'ai fait mon DEA, j'ai fait ma thèse, ensuite sur Léo Strauss. Léo Strauss est venu, donc j'avais 29 ans, hein, quand j'ai lu son autobiographie, si je puis dire, son texte autobiographique, c'est rare chez lui, qui est la préface de 65 à l'édition américaine de son livre sur Spinoza. La critique de la religion chez Spinoza. Qu'avons-nous gagné, qu'avons-nous perdu avec la critique par les lumières modernes de la religion? Et ce texte s'inscrit dans une réflexion tragique sur l'effondrement de la République de Weimar, sur la perte de repères, la crise de la tradition, la crise de la transmission dans le judaïsme, mais au-delà, dans le monde chrétien et dans l'Occident qui a perdu confiance en son dessein. Et donc c'est une réflexion profonde sur le nihilisme, sur le fait que l'Occident doute de son dessein, et que l'idéal de la science et de la fondation rationnelle de la morale s'est effondré avec Nietzsche, mais aussi au niveau historique avec la Première Guerre mondiale, et puis ce que vivra Léo Strauss avec le national-socialisme, le nazisme. Et il y a cette inquiétude liée à la fragilité, la prise de conscience de la fragilité de la démocratie et de tout ce qu'elle présuppose, non seulement en termes de dispositions morales pouvant la soutenir, en termes de vertu, mais aussi au fait que la politique, ou plutôt le politique, qui se distingue de la politique, ce n'est pas seulement réduit à une réflexion sur le pouvoir, la conquête et la conservation du pouvoir, ni sur les institutions, qui sont pourtant essentielles, mais ça c'est la politique, c'est plutôt le politique, c'est-à-dire que c'est une réflexion sur le type d'homme qui est lié au type de société. On retrouve ici, chez Léo Strauss, mais aussi chez moi, cette permanence de l'interrogation platonicienne dans le livre 8 de la République. Dans cette description magnifique de la dégénérescence des régimes, et avec la démocratie qui peut faire le lit de la tyrannie, mais surtout cette idée qu'à chaque régime politique correspond un type d'homme lié, un type d'humain lié au type de bien qu'il honore. L'argent ou la vérité, la justice, on retrouve ça dans le texte qui est également un des textes phares pour moi, le livre 5 des lois. Et donc cette idée que la démocratie
c'est aussi un type d'homme, c'est un type c'est lié à des évaluations, donc c'est pas en termes psychologiques, même si ça trouve des traductions au niveau des affects et de la psychologie, mais les affects sont souvent seconds, eh bien, cela est vraiment une interrogation fondamentale qui est le fil rouge de mon travail, tout ça dans un contexte d'inquiétude et d'inquiétude sur le nihilisme, qui est le fait qu'on ne croit plus en rien, mais qui est un rejet d'un modèle de société, mais avec l'idée, Lévi-Strauss le dit, qu'on ne sait pas quoi mettre à la place. Et selon moi, tout mon travail consiste à procurer à la théorie politique une réflexion, qui ne sera pas la même que chez Strauss, une réflexion permettant, on va le dire vite, de penser le bien commun, mais plus profondément, moi, j'irai chercher du côté de la phénoménologie et de la description de l'humain dans sa corporéité, dans la vulnérabilité, mais aussi tout ce dont je vis, dans la définition de tout ce qui peut rafraîchir la condition humaine, j'irai chercher une conception de l'humain et de son rapport à l'autre que lui, eh bien, qui permettent de soutenir l'édifice politique libéral qui, la plupart du temps, se résume à la conciliation des libertés individuelles, à la sécurité, mais qui n'offre pas, pour ainsi dire, qui ne va pas outiller les individus afin qu'ils puissent préserver les institutions dont ils profitent et qui sont fondamentales à la démocratie et que jamais, ni moi ni Strauss, ne remettons en question, la laïcité, les droits de l'homme, etc., même s'il s'agit de les compléter. Donc de les compléter parce qu'effectivement, et là je reviens à la question que vous posiez, pourquoi après ce travail qui prenait qui était relatif à l'histoire de la philosophie, qui allait chercher du côté des anciens, Platon, Aristote, de la rupture entre la philosophie politique classique, il y a cette idée d'une interrogation philosophique sur l'humain, et la philosophie politique moderne, une pensée politique qui est plus centrée sur le pouvoir, pourquoi ce qu'on a gagné, ce qu'on a perdu avec Spinoza, qu'est-ce que le rationalisme des contemporains. Bon, pourquoi, alors que j'avais travaillé en histoire de la philosophie de manière un petit peu patiente, eh bien, pourquoi j'ai changé après Lévi-Strauss depuis 2004 et j'ai orienté mon travail en m'interrogeant sur des pratiques médicales, biomédicales, puis ensuite la question de l'environnement, des pratiques qui mettent au défi justement le libéralisme, parce que le credo du libéralisme, c'est justement la souveraineté du sujet. C'est on ne va interdire quelque chose que quand ça crée un dommage à autrui, et on ne s'interrogera moins sur ce que certaines pratiques médicales peuvent engendrer au niveau l'impact qu'elles peuvent avoir sur l'humain à long terme, sur les conditions de notre rapport à nous-mêmes, sur aussi les dispositions liées à l'exercice de la démocratie et tout ça. Donc moi, la bioéthique au départ va être un laboratoire pour la pensée, poussant à tester les théories politiques et mettant au défi les deux volets de ma réflexion. L'un, comment délibérer sur des questions qui dépassent le problème de la coexistence pacifique des libertés et donc ont un impact sur les institutions, remettre en question peut-être la condition humaine pour tout ce qui concerne la génomique, tout ce qui concerne les thérapies géniques, somatiques et germinales, etc. Et comment aussi ces questions-là invitent à repenser l'identité de l'humain, qui n'est pas seulement liée au logos, à la rationalité. Et donc, on voit bien que ce travail, en plus auprès des personnes qui souffrent d'affections dégénératives du système nerveux, qui vivent dans leur chair une fragilité, une altération du corps, et bien toute cette réflexion sur la vulnérabilité, pensée comme fragilité, mais pas que, va en tout cas renouveler la conception du sujet. Donc moi, c'est vraiment au départ cette réflexion venue de Lévi-Strauss, cette définition substantielle de la politique, et l'idée que la philosophie politique, elle est chez moi donc toujours liée à une anthropologie, un volet politique, mais aussi un volet lié à une réflexion sur l'humain, sur la condition humaine. Je ne dis pas nature humaine, mais puisque, pour des raisons qu'on pourrait expliquer, il n'y a pas cet essentialisme chez moi, mais voilà. Et donc, et effectivement, ce travail-là qui m'a conduite à aller aux États-Unis en 2006 pendant un an pour enseigner l'éthique médicale en anglais. Donc j'ai
appris à parler correctement anglais, parce qu'au départ, j'étais surtout germaniste. Et donc, j'ai enseigné, j'ai adoré d'ailleurs, à des pre-med students à l'université de Boston et à des doctorants en philosophie, donc c'était tout à fait passionnant, l'éthique médicale. Et déjà, j'ai commencé à écrire en fait ce qui est devenu l'autonomie brisée. D'ailleurs, l'introduction, je l'avais écrite en anglais, The Broken Autonomy. Puis finalement, je suis revenue en France, grand hasard, puisque je pensais que je resterais là-bas. C'est un petit peu, presque un hasard personnel qui a bouleversé mon plan, comme ça arrive souvent dans la vie. Et, et puis après, j'ai eu un poste de maître de conf en 2008 ou 2007, je sais, 2008 à Poitiers, donc bon, voilà. Mais donc, j'ai enseigné l'éthique médicale et à mon retour des États-Unis, j'ai fait 1 an d'immersion dans des hôpitaux, à la Pitié-Salpêtrière en particulier, pas loin d'ici, chez le professeur Louis Pubassé en réanimation anesthésie, mais aussi auprès des unités mobiles de soins palliatifs, mais aussi dans tous les services dédiés à la sclérose latérale amyotrophique, dont est mort Rosenzweig, auprès des malades d'Alzheimer. Et alors, je n'étais personne, hein, j'avais pas de poste, je n'étais pas sociologue, je n'ai pas les outils de la sociologie, j'étais juste là en avant ce livre, L'autonomie brisée, dont le début était écrit en anglais, et le plan, et je cherchais ce qu'allait devenir l'éthique de la vulnérabilité. Je m'interrogeais sur l'autonomie qui est compromise dans la situation clinique quand on souffre, et puis en particulier quand on a des déficits cognitifs. Donc tout ça, et je parlais avec les soignants, avec les patients, avec les familles, enfin voilà. Et donc j'ai pas tout vu, hein. Au début, à cette période-là, j'ai fait surtout de la fin de vie ou de la maladie dégénérative du système nerveux, hein. C'est pas très gai. 2007-2008. À peu près un peu moins d'1 an, on va dire 9-10 mois. Hein. Et à raison de 3 fois par semaine, pendant une journée, 3 jours par semaine. Donc c'est quand même pas mal, hein. J'ai vu pas mal de choses, des maisons de retraite. À l'époque, je ne faisais pas de pédiatrie. Plus tard, j'ai fait aussi beaucoup de choses donc auprès de gens qui travaillent pour les PMA, tout ça. Et puis, enfin pas beaucoup, mais un petit peu, mais ça m'intéressait un petit peu moins, pour ainsi dire, parce que moi, ce qui m'intéressait avec la fin de vie, avec maladie dégénérative du système nerveux, c'est justement comment accompagner une personne et même maintenir le sens de l'autonomie alors qu'elle n'est plus compétente juridiquement et qu'elle a perdu en partie ce qui d'habitude est considéré comme au cœur du sujet. Donc, qu'est-ce que aussi cela reflète de la responsabilité envers autrui, hein, puisque là, la situation clinique a quelque chose de paradigmatique. Et je relisais, moi déjà depuis Boston, je relisais Lévinas, et que j'ai découvert tardivement, qui est devenu le philosophe qui m'inspire le plus. Hein, le plus. Léo Strauss, je porte son empreinte, cette réflexion politique, ce sens de la philosophie politique, cette inquiétude. Et ces 2 volets finalement de ce qu'est la philosophie politique, et donc plus substantielle que Rawls, que tout ce qu'on fait dans la philosophie politique mainstream après Rawls. Mais celui qui m'a inspiré, c'est cette phénoménologie de la passivité, de la non-constitution qu'on trouve dans Totalité infinie, dans Autrement quête, où on va s'intéresser à ce qui échappe à ma constitution, à ma maîtrise, donc la vulnérabilité, la fatigue, la mortalité, mais aussi ce qui sera au cœur de les nourritures, ce dont je vis, qui est naturel et culturel et qui n'est pas, qui peut pas être thématisable ou repris dans un concept. Donc voilà. Hein. Donc, mais c'est vrai que voilà, tout ce que j'ai fait en éthique, de travail de terrain, mais à ma manière à l'époque, pour en fait inspirer ce livre. Et qui donc je croisais Lévinas et cette expérience qui bouleversait beaucoup de choses. Hein. C'est très difficile parfois. Hein. Soins palliatifs, c'est pas rose. Hein. C'est la maladie, c'est pas rose. Hein. C'est très violent ce qu'on voit dans les personnes qui sont là. C'était très difficile, mais c'était extrêmement intéressant et ça m'a beaucoup inspiré. Et L'autonomie brisée que j'ai publié en 2009. Et on dira à moitié, voire 3/4, inspiré par cette expérience de visite. Et dans Éléments pour une éthique de la vulnérabilité, il y aura un passage inspiré par des visites auprès d'enfants polyhandicapés, même de jeunes adultes polyhandicapés. C'est-à-dire qui n'ont pas plusieurs handicaps, mais qui ont vraiment le polyhandicap avec des atteintes cognitives importantes,
incapacité à marcher, etc. Donc, et de leur famille. Je trouvais ça également très intéressant et pour aussi chercher une réflexion sur la vulnérabilité qui ne soit pas soluble dans le care, qui ne soit pas soluble seulement dans une réflexion où l'individu est enfermé dans le soin. Et c'est vrai que ces personnes en situation de handicap, voire de polyhandicap, donc d'une hétéronomie radicale, comme toi et moi, ont besoin d'exister et que le soin décrit seulement une partie du rapport au monde et une partie du rapport à autrui. Et le jeu, la créativité, la recherche de sensations fortes excèdent le soin. Donc moi, je cherchais dans mon rapport à la vulnérabilité quelque chose qui ne soit pas seulement la philosophie du soin voilà. Donc ça, je l'ai trouvé, je l'ai élaboré là encore une fois avec un aller-retour entre la théorie et la pratique.